Lundi 22 juin 2026. Bienvenue à toutes et à tous dans le monde en direct. Voici le sommaire. Alors que la Chine s'apprête à célébrer la fête des bateaux dragons qui tombe cette année sur le 19 juin, les destinations touristiques et tout le pays transforment les coutumes traditionnelles en attrait pour les visiteurs, contribuant ainsi à dynamiser les déplacements et les dépenses de consommation. La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent élargir leur front commun à d'autres pays producteurs africains. Dans cette session d'information, on reviendra sur le sommet tenu à Abidjan pour faire face aux défis du secteur. Dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA 2026, l'ambassadeur du Maroc près la Chine a accordé un entretien à nos partenaires de CGTN. Dans cette session d'information, vous suivez l'intégralité de ses propos. Voilà pour les titres. À nouveau, bonjour. Le directeur exécutif de la Fondation africaine pour le développement institutionnel et durable a déclaré que la Chine s'est fait porte-parole de l'équité et de la justice dans le cadre de l'amélioration du système de gouvernance mondiale et qu'elle jouait un rôle moteur essentiel. Le point dans ce reportage. Cela va au-delà de quelques pays occidentaux qui imposent leurs idées, leurs concepts ou qui veulent contrôler et diriger le monde. Ce livre blanc, ce concept, la façon dont on l'envisage, ce n'est donc rien d'autre qu'une représentation équitable, une voie équitable. Donc pour moi, c'est une initiative très louable, très proactive. Si l'on examine l'histoire de l'architecture de la gouvernance mondiale, de l'architecture financière, de l'ONU, de l'OMS, tous ces organes ont en réalité été conçus avant l'indépendance de l'Afrique. L'Afrique n'a donc pas vraiment eu voix au chapitre. Je veux dire, c'est comme si le système était biaisé non seulement contre l'Afrique, mais aussi contre les pays du Sud global. Et l'intention et la motivation derrière ce livre blanc sont justement de rendre cette architecture mondiale plus ouverte. Et n'oubliez pas qu'il y a des forces émergentes, des intérêts nouveaux qui se font jour. L'une des choses qui m'a frappé dans ce document, c'est cette idée de développement juste et équitable. Et quand on considère la situation telle qu'elle est, c'est en fait là l'essentiel. Pour les gens du Sud, c'est une bonne chose qu'ils devraient soutenir de toutes leurs forces. Alors que la Chine s'apprête à célébrer la fête des bateaux dragons qui tombe cette année le 19 juin, les destinations touristiques et tout le pays transforment les coutumes traditionnelles en attrait pour les visiteurs, contribuant ainsi à dynamiser les déplacements et les dépenses de consommation. Les images. Dans la ville de Harbin, au nord du pays, les températures estivales plus fraîches, les courses de bateaux-dragons et les événements culturels attirent les visiteurs à l'approche du long week-end. La compétition annuelle de bateaux-dragons de la ville captive déjà les foules. L'organisation de cette course chaque année est un excellent moyen de perpétuer la culture traditionnelle chinoise. Les autorités locales mettent également en place des chèques tourisme et des promotions liées au festival afin d'encourager les dépenses. Dans toute la province du Heilongjiang, les commerçants revisitent de manière créative les zongzu, ces boulettes de riz traditionnelles consommées pendant le festival, en proposant aussi bien des spécialités locales que de nouvelles saveurs destinées aux touristes. Les saveurs sont vraiment uniques. C'était vraiment délicieux. J'adorerais en ramener à la maison pour ma famille et mes amis. Plus au sud, à Guangzhou, les sites touristiques proposent des spectacles et des expériences interactives sur le thème de la fête des bateaux-dragons, alors que les réservations pour les vacances s'accélèrent. Le trafic sur notre plateforme officielle a plus que doublé par rapport à l'année dernière et les réservations de billets ont augmenté de plus de 10%. Des courses de bateaux-dragons au spectacle, en passant par la gastronomie locale et les attractions culturelles, les destinations touristiques à travers la Chine misent sur la tradition comme puissant moteur du tourisme et de la consommation. Hausse de la production du pétrole en mai, la production pétrolière de l'Algérie a atteint 982 000 barils par jour, son plus haut niveau atteint depuis 3 ans, la rapprochant du seuil symbolique du million de barils dans un contexte de levée progressive des restrictions de l'OPEP+. Reportage.
Le pays a produit 982 000 barils de pétrole brut par jour en mai, atteignant ainsi son plus haut niveau de production depuis plus de 3 ans. Ce chiffre place l'Algérie à 2 doigts d'un cap symbolique revêtant une importance tant économique que politique, le million de barils par jour. Cette hausse intervient alors que les membres de l'OPEP+ lèvent progressivement les réductions volontaires de production mises en place pour soutenir les cours mondiaux de pétrole. Les hydrocarbures restent le pilier de l'économie algérienne. Ils représentent la grande majorité des recettes d'exportation et constituent une source essentielle de devises étrangères. Les derniers chiffres de production suggèrent que ces efforts commencent à porter leurs fruits, mais selon les analystes, franchir le seuil du million de barils n'est qu'une partie du tableau. Maintenir la production, attirer des capitaux et rester compétitif sur un marché de l'énergie en pleine évolution pourrait s'avérer être un défi encore plus grand. Le fait que la production pétrolière de l'Algérie atteigne son plus haut niveau depuis plus de 3 ans témoigne de la capacité du pays à rétablir progressivement sa production tout en respectant ses engagements au sein de l'OPEP+. Le seuil symbolique d'1 million de barils par jour semble réalisable si les conditions actuelles du marché et les politiques de l'OPEP+ restent favorables. Une production plus élevée pourrait également soutenir davantage les recettes issues des hydrocarbures et les recettes en devises étrangères, renforçant ainsi la position économique du pays. Le moment choisi pourrait être significatif. Les marchés mondiaux de l'énergie continuent d'être confrontés à des tensions géopolitiques, à des incertitudes en matière d'approvisionnement et à l'évolution des modes de consommation. Pour l'Europe en particulier, l'Algérie est devenue un fournisseur de plus en plus important, les pays recherchant des partenaires énergétiques fiables et géographiquement plus proches. Pour l'instant, la barre du million de barils n'est pas encore franchie, mais après plus de 3 ans passés en dessous de ce seuil, l'Algérie semble plus proche qu'elle ne l'a été depuis des années de retrouver l'un des repères les plus suivis de son secteur pétrolier. Restons toujours en Afrique où la Côte d'Ivoire et le Ghana, premiers producteurs mondiaux de cacao, ont tenu un sommet à Abidjan pour faire face aux défis du secteur. Prix volatile, changement climatique et pression foncière. Ils ont proposé d'ouvrir leur initiative à d'autres pays producteurs africains. Suivons ensemble. Le sommet a porté principalement sur la durabilité du secteur du cacao, la fixation des prix, le bien-être des agriculteurs et la stabilité à long terme du marché. Dans son discours d'ouverture, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a souligné que malgré les avancées significatives de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao, le secteur continue de faire face à des défis considérables. La volatilité des prix mondiaux continue de peser sur les revenus de nos planteurs et sur nos finances publiques. Aucun de nos États ne peut à lui seul absorber durablement de tels chocs. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique sur la productivité de nos vergers, la pression croissante sur le foncier rural. L'Afrique représente environ 80% de la production mondiale de cacao, mais ne capte qu'un faible pourcentage de la valeur de la chaîne d'approvisionnement du cacao et du chocolat. Dans ce contexte, le comité de pilotage du sommet a souligné la nécessité d'étendre l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana sur le cacao à d'autres pays africains, dans le but de renforcer la coopération régionale et d'harmoniser les politiques sectorielles. Conformément aux dispositions de sa charte et compte tenu de la nécessité d'une action coordonnée entre les pays producteurs africains, le comité a recommandé d'ouvrir officiellement l'initiative à d'autres pays, notamment au Nigeria et au Cameroun. Cette intégration élargie vise à renforcer la coopération régionale et à harmoniser les politiques du secteur, à consolider le pouvoir de négociation collective sur les marchés mondiaux, à faciliter le partage des meilleures pratiques, des données de marché et des résultats de recherche, ainsi qu'à coordonner les réponses aux nouveaux défis auxquels est confrontée l'économie du cacao. Le comité a également réaffirmé l'importance d'accélérer les efforts en faveur de la transformation locale et de l'industrialisation du cacao au sein des pays producteurs. Le sommet a encouragé le commerce régional et continental, stimulant ainsi la consommation nationale et régionale de produits à base de cacao. Il s'est également engagé à garantir aux producteurs une rémunération juste et décente et à les placer au cœur de la chaîne de valeur du cacao. Cette session d'information se poursuit la 10e fois. Vivatech, grand salon européen consacré aux nouvelles technologies, a mis en vedette l'intelligence artificielle au service de l'humain. Le point dans ce journal. Parmi les innovations présentées,
Les robots dopés à l'intelligence artificielle ont particulièrement attiré l'attention des visiteurs. Curieux de découvrir jusqu'où ces machines sont capables d'assister l'être humain, ils se sont massivement pressés autour des démonstrations. En fait, aujourd'hui, les robots, comme vous avez vu derrière, ils sont en train de danser. Donc ça, fait partie d'une intelligence de locomotion. On a 3 intelligences. Donc une intelligence de locomotion, une intelligence d'interaction et une intelligence de manipulation. Ça veut dire que le robot est capable aujourd'hui de danser, de faire plaisir les gens pour avoir des attractions. Mais en même temps, le robot est capable aujourd'hui de travailler dans l'usine. Ça s'appelle de manipulation, intelligence de manipulation. Ces robots humanoïdes n'ont d'ailleurs pas laissé indifférent un visiteur de marque, Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France est venu lui aussi observer de près ces technologies qui pourraient transformer durablement l'industrie et le monde du travail. Je suis passionné par l'intelligence artificielle mais aussi par la robotique. Et je suis persuadé que le mariage de l'IA et de la robotique, ça c'est l'enjeu majeur. C'est vrai en Chine, c'est vrai en Europe et c'est vrai en France. Et c'est encore plus vrai dans les Hauts-de-France. Donc je crois que la façon de prendre un temps d'avance, c'est justement de s'intéresser à l'IA et à la robotique. Autre entreprise, autre approche de la robotique. L'objectif est avant tout de protéger les êtres humains en leur évitant d'effectuer des tâches difficiles et dangereuses. Nous sommes une société spécialisée dans le développement des robots et des drones qui vont remplacer l'humain dans les milieux dangereux. L'objectif est enlever cette exposition aux dangers pour l'humain, pour les risques qu'on peut retrouver dans le travail. Et également enlever les tâches répétitives. Donc par exemple, vous savez, un employé dans une canalisation, un canalisateur, il a 20 ans d'espérance de vie en moins que quelqu'un qui travaille derrière un bureau. Donc pour lutter contre cette différence et ces désavantages des fois, on peut remplacer par un robot, par un drone qui va en fait aller faire cette mission difficile et lui il va juste contrôler le travail du robot et évidemment à la fin participer à la validation du rapport final. Visiteur passionné par l'intelligence artificielle et les technologies innovantes, Guillaume Barba a tenu à partager son impression sur cette 10e édition de Vivatech. C'est la 10e année et c'est très intéressant parce qu'on retrouve des acteurs d'Asie, comme d'Afrique, comme de France, d'Europe, des États-Unis. On a des grands noms qui viennent nous retrouver. On a beaucoup de discussions techniques, que ce soit avec EY, avec Meta, avec Essilor, avec toute forme d'entreprise, toute taille d'entreprise. Protection des droits culturels le 17 juin, une table ronde consacrée à l'accessibilité de l'information et à la protection des droits culturels s'est tenue au siège de l'UNESCO à Paris. Les images. L'année 2026 marque le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le 25e anniversaire du programme Information pour tous de l'UNESCO. Dans ce contexte, l'UNESCO et la Chine organisent ce colloque afin de renforcer leur coopération en faveur de l'accessibilité de l'information, un enjeu central de cette rencontre. Ces anniversaires nous rappellent notre responsabilité commune de construire un monde dans lequel chacun peut participer pleinement et sur un pied d'égalité à la vie en société. La Chine demeure résolument engagée à poursuivre cet objectif. Une dynamique largement saluée par les délégations présentes qui voient dans ce colloque un espace essentiel de dialogue et de coopération internationale. Nous avons constaté que cette coopération, en particulier avec la Chine, est très fructueuse. La Chine figure notamment parmi les principaux soutiens de ce programme. Comme vous le savez, l'UNESCO a été confrontée à de nombreux défis en matière de ressources, mais la Chine a toujours apporté un soutien constant et rigoureux à ce programme. Au-delà de la seule question de l'accessibilité de l'information pour les personnes en situation de handicap, les échanges ont également porté sur le rôle des technologies et de l'intelligence artificielle. Présentées à la fois comme des outils porteurs d'opportunités, elles soulèvent aussi des interrogations, notamment sur le risque d'accentuer les inégalités d'accès à l'information. Sur certains aspects, les gens se sont accommodés de cette intelligence-là, qui facilite le quotidien, la vie. Mais sur d'autres aspects, par exemple, moi je suis issue d'un pays où la majeure partie de la population est jeune, n'a pas
accès à l'éducation. Alors quand je dis n'a pas accès à l'éducation, c'est déjà l'éducation simple. Imaginez-vous s'il faut qu'en plus qu'elle s'aligne pour être en mesure d'appréhender, d'absorber, de comprendre et d'utiliser ce nouvel outil auquel on n'est pas habitué. Ça demande beaucoup de choses. Nous devons nous concentrer sur l'humain et veiller à ne pas porter atteinte aux droits humains, ni à utiliser cette technologie pour nuire à d'autres communautés, à d'autres continents ou à d'autres populations. Nous devons l'utiliser pour renforcer la coopération, améliorer la communication, construire la paix et favoriser le développement de toutes les sociétés. En clôture de l'événement, le Kunming Cinema, projet porté par l'Université de communication de Chine, a présenté le film Nujia dans une version accessible aux personnes aveugles et malvoyantes, grâce à des dispositions d'audio-description et d'adaptation spécifiques. Pour répondre à la demande énergétique en hausse, le Forum de l'énergie en Afrique, qui se tient actuellement au Cap, intervient à un moment crucial pour le continent. Les pays africains sont engagés dans une course effrénée pour répondre à une demande énergétique croissante, tout en conciliant leurs engagements climatiques et leurs objectifs de développement. Reportage. Alors que l'Afrique du Sud sort d'une crise énergétique, se contenter d'assurer l'approvisionnement en électricité ne suffit plus. Le pays se concentre désormais sur la construction d'infrastructures à un rythme sans précédent, un thème central du Forum africain de l'énergie au Cap. Nous avons déployé les infrastructures de transport à un rythme d'environ 200 à 300 km par an. Nous devons désormais agir à une échelle 7 fois supérieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Cela représente un défi colossal, car cela signifie que l'ensemble de notre dispositif de mise en œuvre doit être capable de s'adapter à cela. L'Afrique du Sud a surmonté sa crise énergétique en améliorant les performances de son parc de centrales à charbon vieillissant et en ouvrant la voie aux investissements privés dans la production décentralisée. Mais des blocages politiques continuent de ralentir la transition du pays vers une économie plus verte. Seriti Green, qui investit des milliards de rands dans des projets d'énergie renouvelable à travers l'Afrique du Sud, affirme que les retards réglementaires restent un obstacle majeur. Les projets s'élèvent désormais à 25, 30, voire 40 milliards de rands pour un seul projet. Chacun de ces projets d'énergie renouvelable peut nécessiter d'importantes infrastructures de transport, mais il existe un décalage total avec la manière dont les démarches administratives sont menées dans ce domaine. Il faut compter entre 7 et 8 ans pour obtenir les autorisations nécessaires à la construction d'une centrale de 25 milliards de rands. Les investissements énergétiques en Afrique ne se limitent pas à l'élargissement de l'accès à l'électricité. Il s'agit également de tirer parti des vastes ressources naturelles du continent pour développer des industries, des axes de transport et des chaînes d'approvisionnement qui stimuleront la croissance économique future. Prenons l'exemple d'un marché comme la RDC, où l'on observe une croissance soutenue de toutes les sociétés minières grâce aux minerais stratégiques. Comment renforcer l'approvisionnement en électricité de ces mines qui dépendent actuellement du diesel ? Beaucoup d'entre elles se tournent donc vers la production d'électricité sur site. La Banque mondiale a quant à elle engagé 176 millions de dollars pour soutenir l'initiative Mission 300 de la Banque africaine de développement. D'ici quelques années, ce programme vise à fournir un accès à l'électricité à 300 millions de personnes, soit la moitié des 600 millions d'Africains qui vivent actuellement sans électricité. Nous nous sommes efforcés de mettre en place un mécanisme de financement mixte qui intègre également la réduction des risques à chaque étape. Cela nous permet de montrer aux investisseurs commerciaux que nous disposons d'un instrument leur permettant d'investir en Afrique. Nous leur avons ainsi proposé une solution intégrée dans une structure qui leur garantit qu'ils pourront au moins obtenir un taux de rendement minimum, leur permettant de participer à une partie de la mission 300. Page sport à présent pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde, la première depuis 52 ans. La République démocratique du Congo a impressionné face au Portugal mercredi 17 juin à Houston. Menés dès la 6e minute, les Léopards ont trouvé les ressources pour revenir au score juste avant la pause. Ils ont ensuite conservé ce résultat de partie 1
buts partout jusqu'au coup de sifflet final décrochant un point précieux, une performance saluée par les supporters congolais au pays comme dans la diaspora. Les images. Il n'a fallu que 6 minutes au Portugal pour ouvrir le score. Mais ceci n'a pas entaché la confiance de Samuel Délégué, fervent supporter. Même si le Portugal mène au score, notre équipe montre ses qualités sur le terrain. Nous gardons espoir de revenir au score. Nous ne sommes pas encore à la mi-temps et nous croyons que la RDC peut marquer avant la pause. À la 45e minute, l'attaquant congolais Yohan Wissa égalise de la tête. À Goma, l'ambiance monte aussitôt d'un crâne et les manifestations de joie se multiplient. Aujourd'hui, pour nous, ça nous donne encore espoir, et nous, les jeunes qui croient encore au football, de nous avoir encore nous donné de l'espoir de jouer encore et de progresser. Parce que ces candidats, ça fait beaucoup d'années qu'on ne participe pas à cette Coupe du Monde, mais on croit qu'on va gagner ce match aujourd'hui. Si les supporters rêvaient d'une victoire, le match nul a eu des allures de succès. Au coup de sifflet final, plusieurs artères de Goma se sont remplis de fans venus célébrer cette performance. Pour eux, les Léopards ont relevé un défi de taille face à l'une des grandes nations du football mondial. Il y a des années, on nous néglige partout. Dans tous les coins, nous sommes tellement négligés. Mais regarde actuellement là où on est, avec les Cristiano, avec Portugal. Après ce résultat encourageant face au Portugal, les Léopards devront confirmer contre la Colombie et l'Ouzbékistan pour espérer une qualification en 16e de finale. Un scénario qui entrerait dans l'histoire du football congolais. Restons toujours dans le monde du football. Après le premier match du Maroc pour la Coupe du Monde FIFA 2026, le pays s'apprêtait à affronter l'Écosse quand l'ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari, a partagé son analyse de cette première prestation et ses perspectives pour la suite de la compétition. Voici l'interview accordée par l'ambassadeur à notre partenaire du CGTN français qui vient mettre un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui. La semaine dernière, le Maroc a disputé son premier match de groupe de cette Coupe du Monde face au Brésil. Le match s'est terminé sur un nul 1-1. Quel regard portez-vous sur la prestation des Lions de l'Atlas lors de cette rencontre? Bonjour, merci de me recevoir. En effet, le premier match de la Coupe du Monde pour l'équipe du Maroc a été un match très important. D'abord parce qu'on a joué contre le Brésil, qui est l'une des meilleures équipes du monde. Et deuxièmement, il fallait faire un bon résultat pour bien commencer cette Coupe du Monde. Donc, je pense que le résultat était bon. L'équipe du Maroc a très bien joué. Ce résultat est très bon aussi pour le moral des joueurs, pour leur motivation, pour l'entraîneur marocain des Lions de l'Atlas. Et nous espérons maintenant que ce résultat va être consolidé de façon positive lors des 2 prochains matchs du premier tour de cette Coupe du Monde. Et selon vous, qu'est-ce qui fait l'identité ou l'esprit particulier de cette équipe? D'abord, c'est l'envie de vaincre et l'envie de convaincre. Ouais. Et les Marocains, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, sont de grands fans de football. Donc chaque fois que l'équipe nationale fait un bon résultat, elle apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie à tout un peuple. Jusqu'où voyez-vous aller le Maroc dans cette Coupe du Monde? Jusqu'à gagner la Coupe du Monde. Bon, tous les Marocains y croient très fort, l'équipe nationale croit très fort, on n'a pas de limite. Il y a 4 ans, on est arrivé jusqu'en demi-finale. Personne ne nous attendait à ce niveau-là de la compétition. Cette année, je pense que tous les joueurs vont tout faire pour aller le plus loin possible et encore une fois pour donner du bonheur, pour donner de la joie et pour donner de la fierté au peuple marocain. Ces dernières années, les échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique, et plus particulièrement entre la Chine et le Maroc, se sont intensifiés. Quel regard portez-vous sur cette dynamique et quels domaines de coopération vous semblent les plus prometteurs à l'avenir?
Vous savez, la dynamique actuelle de nos relations bilatérales qui est très positive, qui est très prometteuse et très ambitieuse, a été enclenchée à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Chine en mai 2016, et durant laquelle il a convenu avec son Excellence le président Xi Jinping d'asseoir un partenariat stratégique entre nos deux pays. Sur le plan culturel et humain, Sa Majesté le roi du Maroc a pris une décision très importante en mai 2016. C'est d'exonérer les citoyens chinois de l'obligation de visa pour aller au Maroc. De plus en plus de Chinois voyagent au Maroc, découvrent le pays, découvrent sa culture, découvrent sa gastronomie, découvrent ses paysages, découvrent ses citoyens. Il y a un autre élément qui est également très important, c'est que maintenant de plus en plus de jeunes Marocains choisissent de venir faire leurs études supérieures en Chine, parce que le niveau des universités chinoises est très élevé. Nous espérons également recevoir des étudiants chinois, donc nous sommes très confiants dans l'avenir de nos relations.